l'histoire est classique. On l'a encore vu ces dernières années, après l'espoir suscité par les engagements politiques collectifs pris lors de la COP 21 en décembre 2015 à Paris. On a évidemment vite basculé dans la désillusion, après notamment l'arrivée au pouvoir de Donald Trump aux États-Unis, et nous venons juste d'assister à l'échec piteux de la COP 25 à Madrid. Sur le plan national, cette fois français, les thèmes de la protection de l'environnement et de la santé publique suscitent évidemment un large consensus politique apparent, et donc on aurait pu à partir de là s'attendre à des transformations. Or, ça n'est pas le cas, et je voudrais citer certains parlementaires français qui ont l'honnêteté eux-mêmes de reconnaître ce problème. Je citerai par exemple une enquête du Sénat en France qui date de 2015, une enquête relative à la pollution de l'air, dans lequel le rapporteur, un sénateur, donc, écrit ceci. Pourquoi un tel retard entre le niveau de connaissance scientifique et la prise de décision politique en matière de pollution de l'air? C'est toujours lui qui parle. Votre commission d'enquête ne peut que constater l'échec des mesures prises depuis 20 ans. Plus grave, c'est toujours le sénateur qui parle, plus grave, votre commission d'enquête constate que ce sont les mêmes mesures qui sont incessamment proposées, étudiées, non appliquées, oubliées, puis proposées à nouveau la fois d'après. Ces constats sont en réalité une invitation à l'enquête pour les sciences sociales, qui semble de surcroît souvent à la traîne par rapport à, je dirais, un certain nombre d'investigations journalistiques qui sont parfois très bien documentées. De fait, les recherches, notamment en sciences politiques, soulignent à mon sens les contradictions et les résistances qui entourent la mise en œuvre des politiques publiques. Comme l'écrit par exemple mon collègue le sociologue Pierre Lascoum, la gestion de beaucoup de dossiers, tels que ceux du gaz de schiste ou des pesticides, montre le gouffre qui sépare les principes d'ouverture et beaucoup de pratiques administratives des politiques qui demeurent au contraire totalement discrétionnaires. Il reste ainsi beaucoup à faire pour étudier le rôle des agents administratifs des organes de contrôle dans la gestion des alertes sanitaires. Nous l'avons vu encore récemment en France avec l'incendie d'une usine chimique près de Rouen en septembre 2019. Il reste beaucoup à faire plus généralement pour clarifier les enjeux, les conflits autour de la production de l'expertise dans le domaine sanitaire et environnemental. La recherche est également balbutiante quant au rôle des élus locaux qui peuvent soit perturber les pollueurs en s'alliant avec les agents de contrôle de l'État, ou bien dans d'autres cas, au contraire, entrer dans des logiques de gouvernance partagée et de régulation des territoires avec les industriels. Par ailleurs, se pose la question du rôle des syndicats traditionnels, en particulier des syndicats ouvriers et agricoles, qui sont en France pour le moment très peu mobilisés sur les enjeux environnementaux. Se pose aussi la question des lanceurs d'alerte et de leur protection juridique, qui est également peu étudiée pour le moment. Quant aux mobilisations citoyennes, sans le concours de l'État et des élus locaux, les premières recherches montrent qu'elles sont, on s'en doutait, fatalement impuissantes et qu'elles demeurent ainsi éparses et éphémères. Côté de la sociologie de la délinquance, il reste à investiguer de très nombreux terrains. Du côté des pratiques industrielles, il faudrait pouvoir analyser ce que mon collègue Alexis Spire appelle les stratégies de sécurisation des pratiques délinquantes chez les industriels, ainsi d'ailleurs que les stratégies de résistance aux pressions exercées par les États, par les médias ou par les mobilisations citoyennes locales. Du côté des administrations, se pose notamment les questions de la nature, de l'effectivité et de l'efficacité des contrôles et des sanctions opérés par l'État et par ses institutions répressives dans tous les domaines concernés. Donc les polices, la justice, les inspections du travail, les agents du fisc, les organes de contrôle du respect des normes sanitaires, des normes environnementales, etc. Il a fallu par exemple attendre novembre 2017, c'est très récent, pour que parmi des centaines de publications statistiques, l'Observatoire national de la délinquance en France publie une première publication de 4 pages qui s'intéresse aux questions d'environnement et de santé publique et aux infractions dans ces domaines. Et puis au-delà de cette mise en évidence des faiblesses cachées de la mise en œuvre des politiques publiques,
comme de celle du traitement des alertes sanitaires, je conclurai sur ces points, je ferai l'hypothèse pour ma part qu'au moins deux autres phénomènes macro-sociologiques jouent un rôle décisif pour comprendre cette permanence des problèmes dont nous avons établi le diagnostic. Le premier de ces phénomènes, c'est celui de la concentration progressive des entreprises que l'on constate depuis les années 70 dans la plupart des secteurs économiques, en lien avec la financiarisation et la mondialisation des marchés. Cette concentration conduit à la constitution de multinationales dont le chiffre d'affaires est supérieur à celui de beaucoup d'États. Je pense à des industries pétrochimiques, comme BASF par exemple, à des industries sidérurgiques, comme ArcelorMittal par exemple, à des industries agrochimiques, comme Bayer, qui a racheté le bien connu, tristement connu Monsanto en 2016. Je pense à des industries agroalimentaires, comme Nestlé, Pepsi-Cola. Je pense à des industries automobiles, comme Volkswagen ou Renault, impliquées dans le célèbre scandale du Dieselgate. Face à ces géants économiques qui pèsent de plus en plus lourd à tout point de vue et qui peuvent exercer plus que jamais sur les États diverses formes de chantage à l'emploi et de chantage à l'investissement, on comprend que les pouvoirs publics éprouvent d'importantes difficultés dans les négociations que suppose l'adoption des nouvelles normes de production davantage contraignantes pour ces industriels. Or, l'essentiel de la gestion des risques majeurs se joue encore et toujours dans ce rapport de force entre les services de l'État et les industriels. Et on comprend bien sûr qu'il est beaucoup plus facile pour les États, en retour, de culpabiliser, je dirais, et taxer les simples citoyens que nous sommes. Deuxième phénomène, c'est de cette concentration économique dont je viens de parler, découle pour ces énormes groupes économiques une puissance décuplée en matière de lobbying, de corruption et donc de délinquance. Ces pratiques anciennes n'ont en réalité jamais disparu. Elles se rencontrent de façon quasi systématique lorsqu'on étudie les désastres sanitaires et environnementaux, tels qu'on a pu le faire en France ces dernières années, notamment dans l'industrie pharmaceutique. Pensons au récent scandale du Mediator, ou encore dans l'industrie agroalimentaire. Il y aura ici trop d'exemples pour que j'en fasse la liste. En France, on peut même se demander si elles ne sont pas, ces pratiques, si elles ne sont pas particulièrement fortes du fait du niveau élevé de collusion existant entre le monde des dirigeants politiques, issus des grandes écoles, ce que le sociologue Pierre Bourdieu appelait la noblesse d'État, et par ailleurs le monde des dirigeants économiques. Une collusion qui se traduit notamment dans des pratiques de ce qu'on appelle le pantouflage, c'est-à-dire le fait pour un haut fonctionnaire d'aller travailler pendant une partie de sa carrière dans une entreprise privée,